Alors, est-ce que c'est difficile d'obtenir des autorisations? Parce que bon, c'est bien de vouloir faire le film, mais il faut pouvoir le faire, bien évidemment. Alors, par rapport déjà à la ville de Lausanne, hein, qui je crois est propriétaire de l'établissement, le gère, par rapport aux veilleurs, par rapport aussi aux sans-abri qui viennent dans l'espoir de pouvoir s'y abriter. Comment ça s'est passé, toute cette, je dirais, ces préliminaires, entre guillemets? Alors, Lausanne est une ville de gauche, en tout cas majorité rose-verte, et pour eux, ça les a très vite intéressés quand j'ai fait une demande. Ils ont dit très vite, ça nous intéresse vraiment que vous nous fassiez une photographie de cette problématique, parce que nous-mêmes, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Donc pour nous, si vous nous faites un film là-dessus, ça nous permettra peut-être d'avoir un regard différent que les chiffres, que ce que ça coûte. Et pour les veilleurs, que j'ai contacté aussi pendant l'été, je ne suis pas venu au dernier moment, sur 10 veilleurs, 8 ont tout de suite accepté. Et pour eux, c'était une évidence qu'il fallait faire un film là-dessus, parce que pour eux, cette situation, ils font tous ce métier avec cœur, et on le voit dans le film. Et même Danny, l'intendant comme ça un peu pet sec, c'est lui qui a fondé cet endroit, enfin pas qui a fondé cet endroit, c'est-à-dire la ville de Lausanne lui a demandé, au tout début 2000, il y avait une personne qui était morte de froid dans la rue à Lausanne, et on lui a dit, Danny, est-ce que tu peux, on lui a demandé en une semaine de monter un abri de fortune, et c'est l'abri PC en fait qu'il a mis sur place. Ça fait 12 ans qu'il s'en occupe, et les veilleurs m'ont tout de suite dit, écoute, nous on est d'accord de participer à ce film, à condition évidemment que tu nous trahisses pas, enfin qu'on ne se trompe pas sur notre métier. Et pour moi, dans mon cinéma, aussi bien les sans-abri que le personnel, j'ai un contrat moral avec eux, et pour moi c'est très important qu'il y ait un consentement éclairé, que les personnes, d'une part, connaissent ma démarche, je leur ai montré mes films, aussi bien aux sans-abri qu'aux veilleurs, et j'aurais dit jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment du processus de film, vous aurez toujours la possibilité de vous retirer du film. Donc avant que ce film soit diffusé ici, mais avant qu'il y ait une première du film, et les veilleurs et la plupart des sans-abri ont vu le film avant que le film soit ici diffusé, pour être sûr qu'ils se reconnaissaient dans ce film. D'un autre côté, évidemment, quand vous passez une soirée avec des sans-abri, une nuit avec des sans-abri, et quand on leur dit au revoir au petit matin ou dans la nuit, bah c'est très difficile de rejoindre un lit chaud à la maison qui vous attend. Mais d'un autre côté, pour moi, c'était vraiment extrêmement clair que je ne devais pas mélanger ma vie privée et ce que j'allais filmer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne me posait pas des questions morales et même éthiques extrêmement fortes. Moi, j'ai essayé de donner pendant tout le film et après le film des petits coups de main. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu donner des petits coups de main. Et après, pour votre seconde question, que vous me dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est vrai que dans mon cinéma, c'est aussi un cinéma qui des fois interpelle ou agace, parce que je pose des questions, je ne donne pas beaucoup de solutions. Avant tout, il ne faut pas vous méprendre sur mon rôle, je ne suis pas un Zorro, je suis un témoin, je suis un documentariste qui vous renvoie un miroir. C'est un miroir de notre société, c'est quelque chose qui, ici à Bienne, à Neuchâtel, à Lausanne, voilà, c'est une misère qui gagne à peu près l'ensemble de l'Europe. J'ai lu récemment un rapport où Caritas dénombre près d'1 million de personnes pauvres en Suisse. La pauvreté, ce n'est pas uniquement ne pas avoir de toit, c'est aussi ne pas pouvoir venir ce soir au cinéma, c'est de ne pas pouvoir consulter chez un médecin parce qu'on ne veut pas payer la franchise de l'assurance. Donc la pauvreté peut avoir beaucoup. Et pour moi, ce qui était très important dans ce film, c'est dans un pays tel que la Suisse, qui est une démocratie directe, où on demande aux citoyens régulièrement de voter des lois, de couper, par exemple, des subsides d'aide sociale. On le voit un peu dans toutes les villes de Suisse où les aides sociales sont largement laminées. On a vu récemment dans le canton du Valais 10% de moins d'aides sociales, où les riches sont de plus en plus riches. Pour moi, c'est important de montrer ce film, d'essayer d'entamer une réflexion. Maintenant, de dire, moi je pense que ce que vous avez vu ce soir, ce n'est pas une fatalité. Voilà. Une question sur quelque chose qui semble assez phénoménal. Tu dis avoir tourné sur plusieurs mois, 180 heures de minutes utiles, on va dire. Et comment on construit un film qui doit quand même devenir un spectacle, hein. Le spectacle, c'est pas un sens scandaleux dans ma bouche, c'est juste de dire, pour intéresser un public, il faut, c'est les règles, hein, il faut une narration, il faut un récit. Alors comment on ordonne ce récit par rapport à cette matière documentaire qui doit être immensément riche au départ? Alors, il y a un travail très important au niveau du montage, et dans le fond, je crois que depuis que l'homme est homme, il y a deux choses qui sont, c'est que, depuis que l'homme existe, l'homme est un migrant, l'homme voyage, l'homme
aime aller ailleurs pour savoir si l'herbe est plus verte. On le voit dans mon film, Amadou est un migrant, nous avons été des migrants, on sera toujours des migrants. Et que l'homme, il adore qu'on lui raconte des histoires. Voilà, il faut lui raconter des histoires. L'homme, le soir, quand il se retrouve autour d'un feu, on a besoin qu'on lui raconte une histoire et on a besoin qu'on tienne un récit. Et le récit ne peut pas durer 10 heures, il doit durer le temps d'un feu. 1h30, voilà, c'est une durée à peu près d'un film. Et il faut lui raconter une histoire où il va y avoir un héros. Dans ce film, il y a Amadou. Et pour moi, José aussi un héros. Et ces héros vont avoir un parcours, qu'on dit un parcours initiatique. Ils vont devoir s'affronter à des choses de la vie, à des adversités. Et pour moi, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé avant. Mais dans le fond, quand on se retrouve dans la table de montage, je ne suis pas seul. J'ai une monteuse, une très grande monteuse du cinéma suisse qui a fait des films tels que, pour ceux qui ont vu des films comme Hiver nomade, qui a monté tous mes films, qui a monté les films de Jean-Stéphane Bron, L'Expérience Blocher, enfin voilà, tous ces films suisses, et qui, elle, dans son petit box de montage, elle n'a aucun contact avec cette réalité-là, elle n'a jamais visité les lieux, elle, ce qui l'intéresse, c'est de raconter une histoire. Et on va, jour après jour, c'est long, hein, 1 année de montage, hein, tous les jours, faire des petits post-it, commencer à tirer des liens, et on va essayer de raconter une histoire. Et c'est un petit peu, imaginez-vous, c'est un scénario à l'envers. En fait, quand on écrit un scénario de fiction, vous êtes chez vous, devant votre ordinateur, vous racontez une histoire, vous l'écrivez, vous faites un scénario avec des dialogues que des comédiens vont interpréter. Là, moi, mon travail, c'est d'aller chercher cette matière brute, ces matières de scénario, en fait. Et il faut savoir, ce qui nous a pris beaucoup de temps, c'est qu'on a tout traduit. Les 180 heures d'images, qui est en grande partie. Il faut savoir que ce que je tournais, je ne comprenais pas ce que les gens disaient. Hein, Amadou, quand il téléphone à sa mère, je ne sais pas à qui il parlait. Je l'ai su après, quand je dis à qui tu téléphones. Mais voilà, les Roms, quand ils parlent entre eux, je ne savais pas leurs histoires. Donc on a tout traduit, c'est un travail très long. Et à partir de là, on a commencé à monter, mais comme un film de fiction, mais après le tournage. J'ai fait ma projection il y a 1 semaine à Lausanne. Il faut savoir que dans la salle, il y avait César et Rosa. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est l'Espagnol dont sa femme l'a quitté. Il faut savoir que César et Rosa sont de nouveau ensemble. César a trouvé du travail, Rosa a trouvé du travail. Ils n'ont pas encore trouvé d'appartement, mais ils habitent chez des amis. Et surtout, ils ont pu faire venir leur fille, qui est scolarisée à Lausanne. Et c'était très émouvant parce qu'ils étaient là, ils sont montés sur scène. Et c'était un très beau moment. Donc au moins, partons sur une bonne nouvelle. Une note d'optimisme. Merci. Mais que cela ne vous empêche pas de recommander très très vivement la vision du film de Fernand Melgar. Je crois que sa vision est indispensable pour qu'on prenne conscience de ce problème dans toute sa complexité, parce que je crois que la force du cinéma de Fernand Melgar, c'est que c'est sans complaisance, c'est pas simpliste, et ça restitue la complexité des rapports humains, économiques et politiques. Merci Fernand, à bientôt.